Vendredi à ce midi, c'est le jour d'amusement. Vendredi à ce midi, c'est le jour de dégamage. Vendredi à ce midi, c'est le jour de dégamage. Soyez les bienvenus dans cette émission. Vous le savez, chaque vendredi, l'émission se transforme en événement. Eh bien, nous essaierons tant bien que mal de vous communiquer le maximum de chaleur aujourd'hui pour vous permettre de commencer le week-end en beauté. Mesdames et messieurs, restez avec nous parce que c'est midi. C'est à toutes et à tous d'être à ce rendez-vous. Le numéro du vendredi, eh bien, vous êtes à ce midi. Je suis aujourd'hui avec Jean-Michel Onat. Jean-Michel Onat, comment vas-tu? Ouais, super bien. Et puis j'ai remarqué le chic des tenues, la belle ambiance de la salle, la chaleur du public, c'est sopa tout ça. C'est sopa. Et juste en face de Jean-Michel Onat, pour la mode, elle, c'est Lynn Jabert. Bonjour Lynn. Bonjour charmant public. Ensuite, le fidèle ami, celui qui est là du lundi au vendredi avec moi, Dr Philo. Et voilà, moi je vais super bien grâce à ce public juste derrière moi. Je ne dirais pas c'est déplorable, mais c'est implorable. Voilà. Eh bien, c'est tout lui. Et c'est tout lui. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que j'ai eu tendance quand même à ne pas aller souvent à la cuisine, c'est pas normal. Parce que vendredi, ici, ça mange, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça se régale. On en profite bien. On en profite à la fin de l'émission, là. Les grosses casseroles, les grosses cuvettes. Franchement, Jean-Michel, toi aussi, hein, tu bouffes, hein? Là, tu es en train de me vendre. Hein. Et voilà, je vais de ce pas à la cuisine retrouver Chef Lazare. Chef Lazare qui est avec nous chaque vendredi. Bonjour Chef Lazare. Bonjour Caroline. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de nous proposer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir du lapin à la gombertoise. Du lapin à la gombertoise. Docteur Philo, tu entends ça? Et au quoi? Accompagné des pommes lyonnaises. Accompagné des pommes lyonnaises. Ok. Ça augure de ce qui va se passer en fin d'émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour réaliser notre lapin à la gombertoise Pour faire pommes du lyonnaises? lapin à la gombertoise, nous avons besoin... Je vois que vous êtes bien pressé de me présenter le menu. Oui, madame. D'accord, allez. C'est un menu très délicieux. Ah, oui. ouf. Un menu très délicieux. On peut arrêter l'émission alors. D'accord. Pour faire du lapin à la gombertoise, nous avons besoin du lapin, une belle cuisse de lapin, bardée de lard déjà. Ce qui est dessus, c'est de lard. D'accord. On a pris des cuidants pour attraper ça. On voit bien. Hein? Voilà. D'accord. Et ça où est-ce qu'on... Oui, c'est quand on finit de faire revenir à l'huile, c'est là qu'on peut enlever les cuidants pour continuer la cuisson. D'accord. Voilà. Mais je veux dire que c'est quoi l'intérêt? Bon, là qui est dessus, ça parfume. Ça rend la viande un peu grasse au cours de la cuisson pour permettre aux ingrédients de bien pénétrer dans la viande. Ok. Voilà. Et nous avons de l'huile. Ça, c'est de l'huile. Toujours. Nous avons des oignons hachés, de la tomate hachée, du sel, du laurier, du thym, du poivre, le vin rouge, là, le vin qui est là. Plus particulièrement, le vin rouge, on ne peut pas utiliser le vin blanc? Bon, ça dépend des menus. Ça dépend. Hein. La gombertoise a besoin du vin rouge. La gombertoise. J'aime bien le nom. De l'eau, de la crème fraîche pour lier la sauce
en dernière position. Une fois on met la crème fraîche, 5 minutes après, on doit enlever notre sauce du feu. D'accord. Ouais. Et comment ça se passe au niveau de la cuisson? On commence d'abord par l'huile. On met l'huile dans notre casserole. Ensuite, l'huile à chauffer. L'huile à chauffe. D'accord. On met notre tranche des tranches de lapin bardé déjà de lard. On fait frire. Quand c'est bien doré de chaque côté, on retire la viande et on met de l'oignon. Quand les oignons sont bien revenus, on continue avec la tomate. On assaisonne du sel, du poivre, du laurier et après on met le vin. Après le vin, c'est de l'eau. On laisse bien mijoter. Quand on voit que ça reste, parce que la cuisson dure 30 minutes. À 10 minutes de la cuisson, là on peut mettre de la carotte et notre ail concassé. Voilà. Et il faut combien de temps pour réaliser tout ça? 30 minutes. 30 minutes de cuisson. Ok. Voilà. Alors, chef Lazare, moi je vais de l'autre côté, je vous laisse à la cuisine. Merci. Et dans quelques minutes, on aura notre gombertoise, notre lapin à la gombertoise et aux pommes lyonnaises. J'ai dit heureusement que les bœufs ne se sont pas croisés quelque part. Non, pas cette fois-ci. Hein. Voilà. Pas cette fois-ci. La gombertoise, c'est quoi? Ben, franchement, moi, c'est lui la quand chef Lazare donne le menu, là, moi je ne lui pose pas de questions. Chef Lazare, c'est quoi la gombertoise? La gombertoise, c'est un baie de gombette. La région Et la gombette, sacré chef Lazare, sacré la gombette, c'est quoi? C'est quoi la gomberte? La gombette, qu'est-ce que c'est? Les gens qui habitent la gombette ont l'habitude de faire leur lapin de cette manière. D'accord. Ah, d'accord. Voilà, c'est pourquoi le nom gombertoise est arrivé. Moi, je connais pas. C'est en Italie ou... Et c'est où? La gomberte, c'est où? C'est en Europe là-bas, c'est en France. En France, C'est d'accord. un petit village. Quelque part vers le sud, vers l'est. Bon, c'est pas important. C'est quelque part en Europe. Alors, vous êtes donc à ce midi et vous le savez, nous avons toujours un thème à développer. Aujourd'hui, nous allons parler d'exil. Ma vie d'exil, c'est le thème que nous avons retenu aujourd'hui. On va retrouver Dr Philo. Je ne sais pas s'il a déjà goûté à cela. Il va nous en dire quelque chose. Docteur Philo. Bon, ma vie en exil, bon, c'est sûr que ça va être dur pour un Ivoirien, parce qu'un Ivoirien qui est habitué à la rue Princesse, au Petit Go, les Fréchenets et autres, en exil, j'imagine ce qui va se passer là-bas. Et puis, une vie en exil, il faut savoir que l'exil, d'abord, c'est un lieu où l'on est contraint de vivre, contrairement à notre lieu habituel. On n'y va pas pour le tourisme. Voilà, pas pour le tourisme, on est contraint. Ça dit, mais quelque part, mais tu es obligé d'être là-bas. Et puis, je disais que l'Ivoirien, c'est pas facile. L'Ivoirien qui aime le chaud, lui, il va en exil. Il n'y a pas Petit Go, il n'y a pas rue Princesse, il n'y a pas Mille Maquis. Comment il va se débrouiller? Et puis, quand les gars vont là-bas, souvent, il y en a, ils n'arrivent même pas. Soit il est en Libye ou en Algérie, et puis il appelle ses parents pour dire, lui, là, il est là-bas, il est quelque part. Il n'est même pas encore arrivé en France, oui? Je suis au champ d'Alger. Bon, ça, c'est en Algérie. Nous, on sait qu'en France, là, c'est Champs-Élysées. Champ d'Alger, là, ça, c'est en Algérie. Ben, c'est vrai que depuis tout petit, nos parents nous donnaient des conseils pour nous dire, bon, voilà, il faut t'habituer à ça, c'est pas un jour où tu peux te retrouver. C'est maintenant qu'on voit la réalité des choses. Parce que tu vas te rendre quelque part, arriver là-bas, ben, souvent, je prends l'exemple sur nous les Ivoiriens, souvent même, on ne connaît même pas souvent la couleur de notre peau, quoi. Souvent quand on arrive quelque part, oui, maman, vous mangez ça ici? Ça là, mais nous, chez nous, on jette ça à Abidjan. Mais ce qu'on jette là, c'est ce que tu vas manger ici. Ce qu'on jette là, c'est ce que tu vas manger. Mais quand ils reviennent parfois, ces exilés, quand ils reviennent, il faut quitter. J'ai gâté le coin là-bas. Oh oui, tu m'as pas vu ou bien. De toute façon, il monte entre griffes. Non, mais attends. Ça, c'est certainement les exilés que toi, tu as rencontrés. Mais ceux que nous allons avoir aujourd'hui, sinon celui que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un homme sérieux et qui dit la vérité. Ah, voilà. D'accord. Lui, il n'a pas besoin de mentir. Bon, j'ai dit les exilés en gros, donc aussi c'est des marques du lot. Bon, tant mieux pour moi. Mais je voudrais profiter. Tu en as rencontré combien, docteur Philo? Plusieurs. Quand vous entendez le B, plusieurs. Vous savez, hein, JM, tu sais, quand Philo te dit B, c'est que tout le reste, c'est de la fiction. Je voudrais profiter, au thème de cette chronique, pour lancer un appel à tous les Ivoiriens qui sont en exil. Revenez. Le pays là est trop doux actuellement. C'est trop doux même.
Rentrez. Les fraîchis sont là, tout va bien. Tout va, les servantes sont devenues vraiment, elles sont devenues, comment dirais-je, et surtout, généreuses. Revenez pour bénéficier de cette chaleur qu'on a ici dans ce studio. Yes, Donc, sir. que pensez-vous des exilés? Eh bien, c'est la question qui a été posée. On y va donc pour le micro-trottoir. Ces personnes-là qui vivent en exil, ce sont des personnes qui ont fui. Et c'est dommage et triste parce qu'ils ont vécu une situation et désormais, ils ont du mal à accepter. Soit ils sont poursuivis pour avoir fait quelque chose dans leur pays, ou bien souvent même ils n'ont pas fait quelque chose et on les accuse à tort. Ça dépend de l'histoire de chacun. Et on va dire que c'est strictement personnel, mais on souhaiterait que ces personnes soient chez elles. Ceux qui vivent en exil, vraiment c'est pratiquement un drame. Parce que c'est des gens qui vivent dans des endroits donc, qui n'ont pas la moindre idée de la culture, de l'environnement. Ils sont là-bas comme s'ils étaient, comment on appelle ça, agrippés aux gens pour les aider. Alors que s'ils étaient chez eux, ce serait encore plus tranquille. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Et notre invité du jour est l'ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. Mesdames et messieurs, recevons avec des ovations bien nourries M. Amos Béonao. Merci d'être sur notre plateau. Installez-vous. Monsieur Amos Béonao. Merci beaucoup, public, pour ce chaleureux accueil. Eh bien, Amos Béonao est l'ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, je le rappelle. On est très, très heureux de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. Je vous présente Jean-Michel Ona. C'est le monsieur de la culture et celui qui fait aussi la bio décalée. Ah oui. Et juste en face, vous avez Lynn Jabert. Elle, c'est la mode. Et le docteur en humour, il a fait des études pour ça, hein, pour apprendre à mentir. Il s'appelle Philo. Un menteur professionnel. Quoi. Un menteur professionnel. Alors, c'est donc le 26 août 2012 que vous êtes revenu dans votre pays. Vous êtes revenu d'exil. Oui. Donc, vous avez été exilé politique. Expliquez-nous un peu comment cela s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, ça a été une expérience assez particulière à laquelle je n'avais jamais pensé. Puis bon, c'est arrivé comme c'est arrivé à beaucoup d'Ivoiriens. Tout à fait. Donc je suis parti du pays au moment où les bombes crépitaient, donc pour une question de sécurité, je suis allé au Ghana. Tout à fait. Je suis allé au Ghana avec ma soeur qui m'a suivi. Et puis bon, on est arrivé dans un pays. Bon, c'est vrai qu'on a eu à visiter le Ghana en tant que touriste au passage, mais c'était tout à fait différent. Voilà, le contexte était différent. Le contexte était différent. On est arrivé, bon, en quelque sorte, on partait dans l'inconnu. Bon, et on est parti, on ne savait pas à quoi s'accrocher, ça va durer combien de temps, comment ça va se passer. Voilà, donc, bon, nous sommes allés, bon, on a vécu à l'hôtel. Parce qu'on se disait que d'un moment à l'autre, ça pouvait se décanter, la situation, on est revenu au pays. Donc on allait à l'hôtel, bon, un hôtel qui, de notre rang, on l'espérait. Et puis bon, au fur et à mesure, ça durait, donc on changeait d'hôtel. Parce qu'au Ghana, on ne loue pas les maisons pour 3 mois, 2 mois, c'est pour 3 ans. Tu payes 3 ans cash. Voilà, donc il fallait aller à l'hôtel, on se disait ça n'a pas duré, donc pourquoi aller prendre des maisons pour 3 ans? Et puis bon, on est resté comme ça. C'est pas évident, mais pourquoi il faut payer les maisons sur plusieurs années? Oui, bon, là-bas, c'est le système. Voilà, c'est comme ici, on loue les maisons, on dit 3 mois de caution, mais eux, leur caution, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Voilà. 3 ans, maxi, minimum 2 ans. Bon, donc c'est pas toujours évident quoi, pour truc. Et puis bon, il fallait trouver la bonne maison, il fallait avoir le bon interlocuteur, il fallait trouver ses repères. Bon, rien n'était évident. Bon, et puis c'est pas toujours, je veux dire, c'est pas toujours évident. On part en exil, c'est en quelque sorte, on part dans la précipitation, donc on n'a pas forcément beaucoup d'argent sur soi. On n'a pas beaucoup d'argent sur soi, on ne prépare, on ne prépare pas. Le plus important, c'est
de quitter le sentiment d'insécurité, et puis bon, d'arriver là-bas, et puis bon, on verra après. Puis bon, il y a une nouvelle langue, beaucoup de choses, puis bon, les gens, ils viennent, ils ont des éléments à... Mais comment vous faites pour vous adapter? Je veux dire, c'est un environnement différent de celui auquel vous êtes habitué, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous êtes obligé de vous adapter à la langue. Absolument. Je veux dire, qu'est-ce que vous mettez en place pour que cela soit possible? Bon, on dit que l'homme est un animal intelligent, donc il arrive, heureusement, hein? Il arrive à prendre ses repères. Bon, c'est pratiquement le même peuple, mais compte tenu de la colonisation, donc la langue officielle, c'est l'anglais. Vous ne parlez pas en anglais? Non, si, quand même. Okay. Bon, c'est un intellectuel, qu'est-ce que tu crois? C'est l'anglais que nous parlons, c'est l'anglais scolaire, et puis bon, on n'a pas toujours la pratique. Donc on fait beaucoup de gestes, et puis bon, la langue sud, donc on parle, et puis toujours quand on parle la langue que nous parlons ici, par exemple les gars, nous on apprend on dit bon de l'eau, mais il dit wata. Si tu ne dis pas wata, tu n'auras pas l'eau. Tu n'auras pas de l'eau, c'est clair. Par exemple, il y a une boisson qu'on a l'habitude de dire, moi je dis melt, il dit non. Bon, ils ont une autre façon de prononcer. Bon, je dis, bon, je n'avais pas le téléphone encore, je dis à quelqu'un, je dis fais un message à mon frère qui est à Londres pour dire que je suis là maintenant. Il écrivait Mada, your brada. Je dis, mais si tu écris ça de telle manière. Mada, your brada. C'est to my brother that I'm here now in Accra. Mais quand je dis, lui n'a pas compris. Donc mon gars qui était déjà, il dit non, il faut dire brada. Il dit ma brada. C'est to my brother. Bon, il y a une façon de prononcer pour que les gens comprennent. Et puis bon, eux, c'est la langue. Bon, ils n'ont pas été forcément à l'école. C'est pas le style british. Bon. Ou bien il y a beaucoup d'Achanti, le Tui. Ils ont une langue locale là-bas qui s'appelle le Tui. Et tout. Ils parlent beaucoup les langues locales en même temps avec l'anglais. Bon, et puis bon, les Ghanéens, c'est difficile. Le taxi, c'est pas comme ici. Il y a le compteur. Bon, on discute le prix. Mais quand tu discutes le prix, c'est pas sûr qu'à l'arrivée, le gars soit d'accord. C'est ça. Parce que si tu lui poses des questions en route, arrivé, il majore le prix. Bon, vous êtes d'accord sur 30 cedi, il va te dire, bon, maintenant c'est 40 parce que tu m'as posé des questions, j'ai répondu. Voilà. Et justement, au niveau de l'argent, je veux dire qu'on se faisait une fausse idée par rapport à la monnaie. Les problèmes que les Ivoiriens ont eu là-bas, c'est que nous, on a toujours pensé que notre monnaie est plus forte que la monnaie ghanéenne. C'est l'idée qu'on avait. Mais en temps, la croissance s'est développée au Ghana. Donc leur monnaie, normalement, un Ghana Cedi fait 300 francs CFA. Et nous, on pensait plutôt le contraire. Donc, on dépense et puis après, tu te rends compte que ton argent est fini. Et vous partez au Maroc? Je suis allé rejoindre mon épouse. Au Maroc? Oui, au Maroc, à qui j'ai dit hommage. Bon, je rends hommage ici. Donc, il a tout mis en œuvre. On est descendu à Bouznika, bon, un village pour les Marocains, mais ici, c'est plus de top que des préfectures parce qu'il y avait toutes les infrastructures en place. Après, on est parti s'installer à Casablanca. Bon. Et c'était comment les premiers jours là-bas? Bon, on a beaucoup dormi parce que c'était calme, il faisait très froid, on est arrivé à une période de truc. Et puis bon, il y avait aussi le carême qui nous a un peu traumatisés parce que là-bas, quand on doit couper le carême, les gens tapent un boulet ils lancent un boulet de canon. Pour la rue, quoi. J'imagine. J'imagine. Là, tu vas te rappeler. C'est-à-dire qu'on ne badine pas avec le carême. C'était le premier jour, moi je suis arrivé le soir, et puis la nuit à 4 h là, pour le repas, ou bien le dernier, je ne sais pas. Donc à 4 h du matin, il lance le truc, donc tout le monde s'est retrouvé en courant au salon. Après, bon, c'est l'enseigne, on dit non, c'est comme ça, quand il est l'heure, bon, à 16 h, puis... D'accord. Voilà. Mais votre trajet, plus on vous écoute, on réalise que le trajet se rallonge, vous passez d'une ville à une autre. Financièrement, comment vous faites pour tenir? D'un pays même à un autre. Parce que la pompe, elle se casse à un moment. Ouais, mais justement, du côté du Maroc, il avait déjà le soutien. Vous voyez qu'à chaque seconde, je rends hommage à quelqu'un. Madame, donc... Merci à madame. Merci beaucoup. Madame, et puis bon,
J'avais des frères, des amis en Europe. J'ai mon fils qui est là. Et là, vous avez eu beaucoup de chance au Maroc, parce que vous avez pu travailler dans un organe de presse, c'est bien cela, panafricain. Donc, une fois on était sortis, on a vu un Ivoirien qui venait de Guinée équatoriale, qui était avec un ministre, bon, en tout cas des personnalités. Et puis, bon, qui m'a présenté, le président de l'UNJ, des journalistes. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'explique mon histoire. Et puis, tout de suite, il y avait une patronne d'un journal panafricain qui était là. Elle a dit, bon, je t'embauche tout de suite. Ah, wow. Super. Voilà. Donc, je faisais le trajet Casa-Rabat. Donc là, tout est bien organisé, voilà, et puis là, vous revenez au pays, vous revenez en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'égrener, de raconter tout ce qui s'est passé là-bas, comme même que ce soit une histoire très intéressante. Alors, vous revenez au pays dans quelles conditions? Non, bon, parce que moi, j'étais... Bon gré, mal gré? Bon, le pays manquait toujours, le pays nous manquait, les parents nous manquaient, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu des trucs. Et puis, bon, le dernier décès que je ne pouvais plus supporter, c'était le décès de ma mère. Donc, on m'a annoncé la nouvelle, je dis, il faut que je rentre. Bon, beaucoup de gens disent, non, tu ne rentres pas, si tu rentres, on va te faire ci, on va te faire ça. J'ai dit, il faut que je rentre. Donc, et vous êtes rentré, on ne vous a rien fait, vous êtes en bonne santé, vous avez repris vos activités, tout ça. Mon agence de communication. Ça passe vite, hein. Voilà, et vous faites quoi en ce moment? Bon, donc j'ai lancé je reste toujours journaliste, mais j'ai pris les rênes de mon agence de communication. Ah, d'accord. Donc on va faire le forum des institutions, on s'occupe d'événementiel, on fait un certain nombre de choses. Donc, ah ben c'est bien. Voilà. On vous adaptez à toutes les situations. Puis, bon, peut-être vous allez me voir bientôt patron d'une société de sécurité parce que mon fils est là. Mais pourquoi vous me regardez pour dire sécurité? Moi, je suis bien en jaune ou bien? Donc, merci en tout cas, bon, j'apprécie bien l'émission. Merci. Ça sort un peu de l'ordinaire. Je le fais savoir à Joseph Anjou. Mais je m'en voudrais si je ne dis pas quelque chose, c'est que excusez-moi, mais Facebook a été... Je ne suis jamais allé sur Facebook avant l'exil, mais c'était vraiment le lien avec le monde entier. Et donc avec Joseph Anjou, ici, donc on salue tous les amis et tout le travail. Donc voilà, c'est sur ça on s'accrochait pour être en contact avec le truc. Mais bonne continuation pour l'émission. Merci beaucoup. Voilà, l'émission se poursuit. Nous étions à l'instant avec M. Amos Béonao, qui était donc notre invité témoin. Il était exilé. Eh bien, il est de retour dans son pays. Tout comme lui, vous avez une histoire intéressante à partager. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00. Je reprends le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. 22 01 00 00. Alors, nous allons bifurquer dans une autre chronique. Et celle que nous allons retrouver, c'est bien sûr Lynn Jaber. Mais laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, ce n'est pas toujours évident de pouvoir trouver un rendez-vous pour un entretien d'embauche, mais encore moins de trouver la tenue adéquate pour y aller. Mais heureusement qu'elle est là et elle va vous entretenir. Lynn Jaber. Lynn Jaber. Oui, Caro, tu l'as si bien dit, hein, c'est pas évident de savoir comment se vêtir pour un entretien d'embauche. Alors, c'est tout simple. 2 règles d'or à suivre. Le naturel et la sobriété. Nous savons tous que pour chaque entreprise a son dress code. Lorsqu'il s'agit d'une banque ou d'une assurance, c'est très strict. Hein, donc tailleur, costume pour les hommes ou jupe, chemisier pour les femmes. Tout à fait. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une agence de communication ou d'une start-up, c'est plutôt décontracté, mais tout en restant sobre. Donc il faut éviter d'être sexy. Lorsque vous partez à un entretien d'embauche, il faut rester le plus naturel possible. Voilà. Mais ça dépend aussi du sens qu'on accorde à sexy. Sexy, décolleté, les seins qu'on voit qui apparaissent trop, la jupe trop courte, les talons trop hauts. Donc éviter d'être extravagant ou voilà, pas sexy. Et sexy, donc elle a parlé de la sobriété, c'est très important. Donc, et puis, il faut se renseigner en fonction des entreprises. Il faut se renseigner pour savoir le dress code que chaque entreprise a et puis s'aligner à cela.
Donc, il faut faire très attention pour ne pas se faire disqualifier rien qu'à cause de la tenue. Donc, rapidement à bannir le maquillage trop voyant, donc les lèvres rouges sang, les fards à paupières. Non. Les accessoires trop voyants, c'est à bannir. Il faut être propre, sentir bon. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas oublier son déodorant. Sentir très bon, voilà, pour ne pas faire fuir le monsieur qui nous reçoit. Et puis, les ongles bien propres. Voilà, donc un look impeccable, soigné. Et puis, n'oubliez pas votre CV. Voilà. Curriculum vitae. Tout à fait, pour l'entretien. Mais tu dis sentir bon, il y a des gens qui aiment le naturel, hein, l'odeur naturelle. Non, tu vas chercher du travail. Non, il y a des gens. Et puis, comme tu l'as dit aussi, au niveau des tenues là. C'est-à-dire qu'il va tellement se rapprocher de toi qu'il va sentir ton odeur naturelle. Voilà. Et puis au niveau des tenues des mini, il y a des chefs d'entreprise quand on dit ah monsieur il cherche travail, il regarde comme ça. Passez là. Puis il regarde comme ça. Bon, quand il voit que c'est pas trop, avec ça vous cherchez du travail, vous allez attendre encore la réception. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a des. Non, mais je sais de quoi je parle. Hein. Il y a des chefs d'entreprise qui aiment quand vous êtes plus sexy et quand ils se sentent encore plus proches de vous et comme ça ils vous embauchent. C'est pour ça que j'ai dit de se renseigner sur le dress code de l'entreprise. Donc si c'est une entreprise où le patron aime les femmes sexy, tu te mets sexy. Allez-y en sexy. Mais si c'est une entreprise normale, corporate et tout, tailleur, femme, voilà, tailleur, jupe ou pantalon, ou costume pour les hommes. Nickel, impeccable. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient sortir et tout ça, donc samedi 31 octobre, Koura Diop, 10 Courtenay présente la collection Amazon. C'est à voir. Merci. Merci.